Bonjour, nouvelle émission sur Boursorama, nouveau numéro de Megatrend. Aujourd'hui, on vous parle du retour de l'inflation qui semble être moins transitoire que prévu. Bonjour Laetitia. Bonjour. Laetitia Baleski et Jean-François Bay. Bonjour à tous les deux. Bonjour David. Bon, trop d'inflation, c'est quand même c'est le cauchemar quand même pour les... C'est un sujet, c'est un cauchemar pour les rentiers, c'est un cauchemar pour les investisseurs. C'est un sujet à prendre au sérieux. Alors, tout le monde en parle évidemment, mais voilà, derrière ça a des conséquences, ça a des impacts économiques, ça a des impacts sur l'épargne des gens aussi. Effectivement, c'est un vrai sujet. On attendait une accélération de l'inflation avec la réouverture, ne serait-ce que statistique, ne serait-ce que par les effets de base. Donc voilà. Et on s'aperçoit que cette inflation attendue, finalement, elle est supérieure à ses attentes et qu'elle pourrait peut-être être un peu moins transitoire que d'aucuns l'attendaient, notamment les banquiers centraux. Et donc, c'est un vrai sujet et on voit que les marchés financiers s'en saisissent et commencent à agir en fonction de cette inflation qui accélère. En même temps, Jean-François, on n'est jamais content. Pendant des années, on disait qu'il n'y a pas assez d'inflation. Maintenant, il y en a trop. Non, mais c'est quoi le bon rythme d'inflation? Parce que quand on avait 0% d'inflation, on disait ouais, on peut tomber en déflation. La baisse des prix, c'est terrible parce que tous les agents économiques vont différer évidemment leurs achats, leurs investissements. Quand il y en a trop, on se dit oh là là, les salaires s'y montent trop vite par rapport à l'inflation. Il y a une boucle qui s'enclenche, une spirale inflationniste. Et ça nous rappelle, voilà, dans l'histoire aussi, des moments compliqués. Oui, je pense qu'effectivement, on est dans Megatrend. On a vécu 30 ans de baisse d'inflation, de baisse des taux. Donc, on a maîtrisé l'inflation. Même, on parlait de déflation, de scénario à la japonaise. Donc, on n'était pas content puisqu'il y avait une période d'austérité et de quasi-baisse des prix ou stagnation des prix. Et donc, les banques centrales et les gouvernants luttaient contre cette déflation, trop de chômage et une activité un peu moribonde. On se retrouve post-Covid avec l'inverse, donc une rupture totale. On vous parle de stagflation, on vous parle de shrinkflation, donc c'est plus la hausse des prix, c'est la baisse des quantités. Voilà, et on a peur justement de rentrer dans ce nouveau cycle. Si on est dans un cycle de 30 ans de hausse de l'inflation, il faut s'y préparer. Les investisseurs, les rentiers, les consommateurs et les banques centrales aussi vont devoir gérer ce nouveau paradigme. Alors je pense qu'il faut distinguer... On est sur un changement de paradigme aujourd'hui sur l'inflation. Il y a un accord pour vous deux là-dessus, et je vous laisse parler, Jean-François, mais Laetitia, on est sur un changement de paradigme aujourd'hui sur l'inflation? Je crois que c'est difficile de se prononcer tout de suite, parce qu'on est dans on vient de réouvrir, on vient de passer une crise, c'est une crise extraordinaire, c'est une crise de la demande et de l'offre simultanément. Donc vous avez la conséquence en termes de prix, de comportement des agents, qui découle de cette nature même de cette crise exceptionnelle. Donc là, vous avez de l'inflation par la demande, parce que vous avez beaucoup de demandes, une demande différée. Quand vous n'avez pas pu aller faire vos achats, vous les faites après. Donc vous avez cette forte demande aujourd'hui. Ouais. Et puis en face de ça, vous avez une contrainte sur l'offre. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a toujours des problématiques, et ça c'est très très lourd pour les entreprises, d'approvisionnement, des coûts du transport énormes, énormément de phénomènes qui se mettent en place, et donc une inflation du côté de l'offre. Donc on cumule deux impacts. Et on en parlera. Sauf si c'est transitoire ou durable. Ouais, je pense que, et là, c'est difficile de savoir. Ouais, il y a deux phénomènes qui sont très bien expliqués. L'offre, c'est-à-dire que la crise Covid entraîne des ruptures de chaînes de production, plus de puces électroniques, donc plus de voitures, donc les biens durables. On ne fait pas que des voitures, contrairement à vous. Non, bien sûr, mais sur l'ensemble de la chaîne. Et donc, cette rupture, on le voit bien, peut être temporaire. On va se retrouver avec un contre-choc si on se met à fabriquer énormément de puces. Dans 2 ans, on n'en parlera plus et on aura effectivement limite un choc déflationniste sur les puces électroniques. Donc ça, on le voit bien que ça peut être temporaire. La demande, c'est lié beaucoup à la liquidité. Les gouvernants et les banques centrales ont injecté tellement de liquidités, c'est de l'ordre de 28% du PIB aux États-Unis, si on fait la somme des différents plans de relance qui ont été mis en place. Donc c'est énorme. Donc on se retrouve avec énormément de liquidités. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez des liquidités, David? Vous épargnez ou vous consommez, et donc on a une demande très forte. Ça peut être temporaire. L'inquiétude des banques centrales et des investisseurs, c'est que la perception de l'inflation entraîne de l'inflation. C'est-à-dire que ça peut être un peu auto-réalisateur. Il y a un économiste célèbre qui disait l'inflation, c'est comme le dentifrice. On peut le faire sortir assez facilement, mais c'est très difficile de le faire re-rentrer. Donc on voit bien que si finalement il y a une perception d'inflation dans l'économie, qu'est-ce que ça change dans les comportements? Ça peut changer les comportements. En quoi et comment ça change les comportements des agents économiques d'avoir plus d'inflation? Si on anticipe un peu plus d'inflation?
On avait quoi sur 20 ans? On a eu quoi? On a eu entre 1 et 2 d'inflation sur 20 ans? Oui, je pense votre contrôle, même entre 0,5 et 1,5, je dirais. En Europe, c'était quand même très, très... Donc aujourd'hui, on a compris qu'on allait passer dans une zone supérieure à 2. Supérieure à 2. Entre quoi, 2 et 3, 2 et 4? Entre 2 et 3. Et aux États-Unis, plutôt 5,5. Ouais. Actuellement, il y a deux choses. Il y a l'inflation aujourd'hui et puis l'inflation à moyen terme. Donc, et c'est bien ça la problématique, c'est qu'on n'est pas sûr que l'inflation revienne tendanciellement vers l'objectif. On en parle juste après ça, mais donc sur les comportement des agents économiques. En quoi plus d'inflation, ça va changer leur comportement? Quand vous êtes consommateur, vous adaptez votre consommation au niveau de prix. Donc vous avez des reports d'inflation. Vous voyez très bien, il n'y a pas de... Si c'est que après-demain, dans un mois, ça sera plus cher, j'achète aujourd'hui. Hein. Ah oui, donc... Vous alimentez en permanence. Donc c'est pour ça que les banques centrales ont une inflation cible de 2-3%. Il y a une inflation correcte qui ne change pas trop vos comportements. Si c'est une inflation de 5,5 comme aux États-Unis en ce moment, vous avez tendance à accélérer et donc vous consommez. Ou si vous êtes salarié, vous demandez des hausses de salaire parce que vous dites il faut quand même que mon salaire suive cette inflation, que je puisse continuer à m'acheter une baguette de pain et une voiture demain. Et quand vous êtes investisseur, si je vous dis les taux de rendement sont à 1,5 sur 10 ans par exemple et que l'inflation est à 5,5, vous êtes en négatif de 4%. Donc vous dites il faut absolument que je compense l'inflation pour avoir en net en fait un rendement positif. Voilà. Et à cela, cette boucle-là, on a face à cela des contraintes sur les capacités d'offre. Et donc, par exemple, typiquement, sur certains secteurs, vous n'avez pas de main-d'œuvre, donc vous êtes obligé d'augmenter les salaires déjà pour attirer de la main-d'œuvre. Donc, vous êtes en train d'alimenter une... On y est ou pas? Parce qu'encore une fois, si on compare la zone euro, l'Europe, finalement, on a une inflation à 3%. Contre 5 aux États-Unis, on n'est pas dans le même cas des deux côtés de l'Atlantique. On n'est pas dans le même cas, mais quand on regarde en détail l'inflation, on pensait au départ que c'était l'énergie, on y reviendra si vous le voulez. Hors énergie, on est à 4 quand même. Hein. Oui, voilà. Mais même en Europe, on est passé de 1,6 à 1,9 sur le mois de septembre. Et quand on regarde hors énergie et alimentaire, donc on enlève les éléments les plus volatiles, on voit qu'on a une tendance à la hausse. On n'avait pas vu 1,9 depuis bien avant. Et on est à 3 au global. Plus de 3, oui, au global. Donc, on voit, quand on regarde les composantes, toutes les composantes progressent. Quand vous regardez les mesures de l'inflation qui enlèvent les éléments les plus volatiles, 10% des plus volatiles, 30%, 50%, tous ces indicateurs-là progressent. Quand vous regardez les composantes les plus sensibles ou pas à l'évolution, notamment du potentiel de croissance et autres, tout progresse. Toutes les mesures de l'inflation que l'on connaît, même celles développées par la Banque centrale pour essayer d'affiner son jugement sur le niveau d'inflation, toutes progressent, sont au-delà des niveaux observés en 2012-2013. C'est encore une fois la crise exceptionnelle qui fait qu'on a arrêté l'économie mondiale, tout redémarre et il faut que ça se mette en place. Voilà, tout à fait. Mais combien de temps ça dure? Mais alors, on va prendre l'exemple de l'immobilier, ça augmente de 6%. 6% sur la dernière année, aux États-Unis et en France aussi. Ouais. Donc vous avez automatiquement une population qui va être exclue parce que les prix de l'immobilier sont déjà assez élevés. Donc il y a une sorte d'inflation des actifs financiers et donc des actifs type immobilier et actions. Et donc, si l'augmentation des salaires globalement en France est de l'ordre de 1% ou 2% peut-être pour l'année prochaine, vous voyez que beaucoup de ménages pourront plus suivre en fait, pourront plus acquérir en fait des biens immobiliers. Donc, vous avez une exclusion de ces populations. Et donc, quelque part, vous mettez en risque et les banques centrales ont peur d'une sorte de bulle, de retrouver un petit peu la crise des subprimes qu'on avait connue en 2007-2008. Une situation où finalement vous êtes obligé de vous endetter beaucoup plus que ce que vous pouvez vous permettre pour acheter un bien immobilier, qui est quand même capital d'avoir un toit au-dessus de la tête, et donc finalement de mettre en risque en fait une certaine frange de la population et d'avoir ce risque systémique. Donc les banques centrales sont aussi là pour limiter les bulles, limiter la surchauffe en fait, et donc en particulier sur l'immobilier et le crédit. Et donc c'est ce qu'elles sont en train de gérer, et donc ça veut dire que si elles veulent calmer cette surchauffe
temporaire ou structurelle. Ça veut dire durcir leur politique monétaire, durcir la politique monétaire. Donc on remonte les taux d'intérêt comme en 2006 et puis ça va peut-être entraîner d'autres mouvements, d'autres paradigmes plus tard. Donc en tout cas, c'est des périodes de transition compliquées. Hein, les banquiers centraux dans les discours commencent à adapter on distille un discours un petit peu plus sévère face à l'inflation. Au départ, on disait que c'était transitoire et là, on se rend compte. Dans les chaînes de production, les problématiques de manque de puces notamment, quand vous lisez les commentaires des industriels, on est déjà 2022, c'est foutu. On passe à 2023, oui, mais mi-2023. On est sur les mégatrends, là, si on va au-delà de l'année, parce qu'effectivement, dans les puces, il y a beaucoup d'investissements. On sait qu'entre le moment où on veut accroître une ligne de production, ouvrir une usine de composants, de semi-conducteurs et de composants électroniques, ça prend 18 mois. Donc si tout le monde investit, il y a ce risque que les prix se retournent dans 18 mois avec des surcapacités de production. On n'en est pas encore là, mais encore une fois, est-ce qu'il y a un méga trend, un changement de paradigme sur l'inflation sur les 10 prochaines années? Qu'est-ce qu'on sait? On ne sait pas, évidemment, mais structurellement, on se dit qu'on aura plus d'inflation sur les 10 prochaines années que ce qu'on a eu sur les 10 dernières. Je pense qu'il y a des phénomènes qui vont structurellement amener un peu plus d'inflation. Et c'est notamment la transition climatique. On le voit bien, l'énergie, le fait de rendre notre système plus propre et de décarboner nos économies va rendre le prix de l'énergie plus élevé. Donc structurellement, on sait que ça va tendre à l'inflation. Regardez aujourd'hui ce qui se passe sur les énergies, sur votre transition énergétique. Le pétrole, c'est parce que c'est l'OPEP qui choisit de pas ouvrir le coût de l'électricité, vous allez avoir une demande extraordinaire, supplémentaire, c'est 35% de hausse de la demande d'électricité. C'est le GIEC, je crois, qui annonce ces chiffres-là. Donc le coût de fabrication de votre électricité va être supérieur. Donc ça va avoir un impact sur l'inflation. La BCE, excuse-moi, j'ai juste pour dire, la BCE annonce que si on fait une transition ordonnée, c'est 0,1 point d'inflation supplémentaire par an, ce qui est complètement absorbable. Si on la fait de façon désordonnée, c'est 13% de hausse du prix de l'énergie par an, et donc c'est 0,5 d'inflation supplémentaire par an. Donc on le voit, c'est pas quelque chose d'anodin. Donc cette transition climatique va avoir un concours à ce qu'on ait plus d'inflation dans les 10 prochaines années. Un dernier élément mégatrend, c'est l'endettement. Les banques centrales et les gouvernements savent qu'ils sont surendettés. La meilleure façon de rembourser la dette, c'est l'inflation. Donc les banques centrales ont accepté cette asymétrie, elles le déclarent, inflationniste. Elle n'accepte pas non plus dans des proportions trop grandes et pas sur une durée non plus trop longue. On ne parle pas d'une inflation à 2 chiffres. Quand vous êtes retraité et que votre retraite n'est pas indexée sur l'inflation, nécessairement, vous voyez ce pouvoir d'achat diminuer. Et donc, c'est aussi un problème intergénérationnel entre des jeunes qui sont plutôt satisfaits de voir de l'inflation sur leur salaire et d'être endettés, puisque structurellement, ils sont plus endettés que des seniors, et versus des seniors, on est dans une zone vieillissante qui, eux, voient justement leur retraite pas indexés sur l'inflation et renier en fait leur pouvoir d'achat et cette inflation cachée aussi qui est perçue par les ménages. Et peut-être qu'on peut rajouter sur la mondialisation qu'on a connue sur les 20 dernières années, on a le sentiment qu'on est arrivé un peu à un tournant. On parle de relocalisation. Ça se fera, la conséquence sera une hausse des prix, mécaniquement. Donc vous avez des phénomènes structurels qui nous accompagnent nouveau sentier sur un peu plus d'inflation. Un nouveau paradigme sur l'inflation, peu plus d'inflation. Quel impact, on finit là-dessus, quel impact ça sur les classes d'actifs? Est-ce qu'on sait, historiquement, quand on a plus d'inflation, quelles sont les classes d'actifs qui sont impactées positivement ou négativement? Alors, il y a des classes d'actifs qui sont plutôt bien corrélées à l'inflation, les actions, l'immobilier. Votre loyer va être revalorisé en fonction de l'inflation. Les actions, parce qu'à long terme, le bénéfice et le chiffre d'affaires est corrélé à l'inflation, à l'activité, à la croissance nominale. Inversement, si vous êtes sur des obligations à taux fixe, en tant qu'investisseur, c'est catastrophique puisque votre rendement reste à 0% aujourd'hui sur le 10 ans français et vous avez une inflation à 2 ou 3%. Donc c'est forcément des classes d'actifs à éviter. Et inversement, vous vous endettez à taux fixe, c'est génial, vous avez un intérêt qui est fixe avec potentiellement demain une revalorisation de votre salaire, de votre capacité de remboursement. Donc à la question, faut-il avoir peur du retour de l'inflation? On répond quoi? On finit là-dessus. Si elle est encadrée, contrôlée, peut-être pas autant que ça.
En fait, il faut se protéger contre un risque inflationniste, même s'il n'arrive pas, puisque au moins s'il arrive, vous serez protégé. C'est le principe de l'assurance. Vous prenez de l'assurance, et le jour où vous avez le risque qui se matérialise, vous êtes content d'avoir l'assurance. Il faut avoir une couverture contre le risque inflationniste dans tous les cas. Donc, il faut avoir des actions, de l'immobilier, des obligations indexées à l'inflation, et des matières premières pour vous protéger en cas d'hyperinflation. Voilà, nouveau paradigme sur l'inflation a priori. Merci en tout cas à tous les deux. Laetitia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie chez CPR, et Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Merci à tous les deux. Merci. Et Megatrend revient évidemment dans 15 jours sur Boursorama.